Dans cette capsule vidéo, nous allons essayer de suivre les routes du commerce des métaux. C'est en partie grâce aux épaves de bateaux romains que nous pouvons les retrouver. Nous en apprendrons également au sujet de ces marchands romains chargés d'acheminer les précieuses cargaisons de lingots. Je vous laisse donc avec Monsieur Rico qui va vous parler du commerce du plomb et de l'argent tel qu'il était pratiqué par les Romains, en abordant le cas espagnol, faute de n'avoir pu identifier de lingots provenant des mines de l'Ouest Aveyron. Alors, d'abord, il faut des lingots. C'est le produit, c'est l'objet de commerce à proprement parler. Euh, alors, l'argent, on ne sait pas. On n'a pas de lingots d'argent. En tout cas, on n'a pas de lingots d'argent qui proviennent de ces mines, d'Espagne ou d'ailleurs, et qui permettraient de savoir comment se déroulait la commercialisation de l'argent. Alors, l'argent devait être forcément transformé en lingots, dont on ignore la forme, dont on ignore les poids, les standards, etc. On ignore comment ils étaient, parce qu'une partie de ces lingots, de cet argent, alors une partie est restée sans doute dans la péninsule ibérique, servait à des dépenses diverses, etc. Et puis était la propriété même des exploitants. Et une autre partie devait rejoindre Rome, qui en avait besoin pour la frappe des monnaies. Est-ce que l'argent prenait la voie maritime ou plutôt des routes terrestres peut-être plus sûres, moins aléatoires? C'est possible. En tout cas, on n'a pas d'épave sous-marine qui renferme des lingots d'argent. Peut-être qu'il y en a eu, mais que personne ne les a déclarés. Je ne pense pas. Les lingots de plomb, c'est différent. Les lingots de plomb, c'est différent. Déjà, ce sont des lingots qui sont lourds. Pour ceux de Carthagène, à l'époque républicaine, ils font autour de 30 kg. Plus tard, ils feront autour de 50-70 kg. Donc, c'est des lingots qui sont exportés. Alors, dans grande partie du monde romain ou de l'Empire romain, et plutôt dans la partie occidentale de l'Empire romain, par voie maritime. Donc, ce sont des chargements qui prennent la direction des ports. Alors, pour le plomb de Carthagène, c'est forcément Carthagène, qui est une cité maritime, et où embarquer une grande partie du métal qui était produit dans les mines donc du sud-est. On connaît un certain nombre d'épaves, alors qu'il a été plus ou moins bien fouillé, ou plus ou moins complètement fouillé. La plus célèbre et la plus importante, qui a été entièrement fouillée, c'est une épave qui a été découverte, localisée sur la côte ouest de la Sardaigne, qui se dirigeait sans doute vers l'Italie, Rome peut-être, ou Puzzol dans le sud de l'Italie, et qui renfermait plus de 30 tonnes de lingots de plomb. C'est considérable, c'est autour de 1000 lingots, 1000 lingots de plomb, et qui, pour le bonheur de l'archéologie ou des archéologues, a coulé et a pu être fouillé. Donc ça a apporté beaucoup d'informations sur la commercialisation de ces lingots. Donc ça, le plomb, lui, on connaît bien aujourd'hui le commerce du plomb, grâce justement à l'archéologie sous-marine, grâce aux lingots de plomb que l'on retrouve dans des épaves sous-marines qui sont remontées jusqu'à nous. L'essentiel des lingots de plomb que l'on connaît aujourd'hui sont du 1er siècle de notre ère. On a sur ces lingots des inscriptions qui sont réalisées au moment de la confection des lingots, donc qui désignent les producteurs de ces lingots. Et puis on a d'autres inscriptions qui sont réalisées après, après le démoulage des lingots, puisqu'ils sont moulés dans des lingotières. Et des inscriptions qui sont différentes de celles que portent les lingots, et dans lesquelles on reconnaît des noms. Des noms, alors après, on ne peut pas rattacher ces noms à des personnages connus par ailleurs, malheureusement. Mais ces noms-là, désignent ceux qui ont assuré, en tout cas, une partie ou l'ensemble du processus commercial. Donc, ce sont de petites inscriptions, souvent assez abrégées, et qui permettent d'identifier ce qu'on pourrait appeler les commerçants, tout simplement.
Donc ça c'est pour l'époque impériale. Pour l'époque républicaine et pour les lingots ou le plomb en tout cas de Carthagène, on n'a pas ces marques qui viennent dans un deuxième temps. D'où l'idée que peut-être ces exploitants miniers s'occupaient eux-mêmes de l'envoi vers l'Italie d'où ils venaient, parce que ça c'est bon à préciser, du plomb qu'ils produisaient. Mais peut-être qu'ils passaient aussi par des commerçants, mais qui n'ont pas laissé de traces épigraphiques. On ne peut pas toujours et très rarement en fait décider s'il s'agit de citoyens ou d'affranchis, dans la mesure où on n'a pas l'indication qui permettrait de s'en assurer. Donc en tout cas, ce sont des hommes libres. Alors ce sont des hommes, il n'y a pas de femmes. Ce sont des hommes libres, soit de naissance libre, soit qui ont reçu la liberté dans un deuxième temps, donc qui étaient esclaves auparavant. Voilà ce qu'on peut dire de ces commerçants. Je vous l'ai dit, on les connaît pas par ailleurs dans les textes, évidemment, ou dans d'autres inscriptions. Donc on pense que ce sont des petits commerçants qui peut-être intervenaient à une étape et pas à une autre, ou pas à toutes les étapes de la chaîne opératoire commerciale. Mais ils ont le mérite d'exister. Et on sait en tout cas que ce ne sont pas les mêmes noms que l'on rencontre sur les lingots. Donc le processus de production et le processus de commercialisation n'étaient pas dans les mêmes mains, même si producteurs et commerçants étaient forcément liés d'une manière ou d'une autre. On est dans un système qui laisse l'initiative aux particuliers, à des privés, à des exploitants privés ou à des commerçants privés. Donc l'État exerce un certain contrôle, plutôt dans le domaine de la production, de la gestion, de l'administration de la mine ou du district minier, mais son rôle est moins évident dans le processus de commercialisation. Une partie du métal pouvait être récupérée sous forme justement des redevances qui pesaient sur les mines, parce que l'État restait maître des mines, d'une manière générale, propriétaire de toutes ces mines au nom du peuple romain. Mais il pouvait aussi acheter sur le marché le métal, peut-être à des taux préférentiels, je ne sais pas, mais sur le marché libre, ce qu'on appellerait le marché libre, le marché tout court, le métal dont il avait besoin.